Salut, bienvenue dans ce cours d'enseignement de la science et de la technologie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie. Alors, l'énergie, c'est un concept, c'est-à-dire une idée abstraite, qui est très utile en physique et très important, et qui est assez difficile à définir comme ça. Donc on va le voir ensemble, c'est quelque chose, c'est assez facile de s'en faire une idée, mais c'est très difficile d'en donner une définition. Dans la pratique, on va surtout donner des exemples, des sources, c'est-à-dire l'origine de l'énergie, et puis, on va voir que les énergies peuvent se transformer d'une forme en une autre, et c'est ça qui est important, c'est pour ça qu'on parle de conversion d'énergie. On va commencer tout de suite par «je m'interroge» avec, les oiseaux pour commencer. Et donc ici une question: à quoi sert l'énergie chimique des poissons mangés par ces oiseaux aquatiques? Donc nous avons, ici, une famille de grébupés, puis on voit que l'un des parents, donne à manger aux petits et finalement manger, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire absorber de la matière et puis ça veut dire, être capable de convertir, cette matière, en énergie, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de faire des choses. Alors faire des choses, ça veut dire avoir des mouvements, ça veut dire, réchauffer l'intérieur de notre corps, ça veut dire se déplacer, ça veut dire, fonctionner au sens le plus large du terme. Donc c'est l'énergie qui permet aux êtres vivants de faire des choses. Alors il ne s'agit pas ici que des êtres vivants. Et donc prenons l'exemple de les jeux vidéo. Question: de quoi a-t-on besoin pour faire fonctionner ces 2 consoles de jeux? Eh bien, nous voyons ici, sur celle de droite, que l'appareil est branché sur une prise du secteur et qu'il reçoit donc de l'électricité. Eh bien, l'électricité, c'est une forme de l'énergie. Et c'est ça qui permet de faire fonctionner l'ensemble de ces appareils. Ici, à gauche, pour la console, la PlayStation, eh ben c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de prise de courant, mais vous savez tous que, évidemment, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle soit une batterie, c'est-à-dire une batterie d'accumulateur, soit ce qu'on appelle des piles. Eh bien, c'est la source de l'énergie électrique qui va permettre à cet appareil de fonctionner. Nous allons maintenant nous poser la question: pourquoi a-t-on besoin d'énergie? Et commençons par la forme d'énergie que nous voyons ici, sur cette belle image, et sous quelle forme se trouve l'énergie dans un feu de cheminée? Eh bien ici, nous avons ce qu'on appelle un combustible, c'est-à-dire le morceau de bois ici, qui est une substance qui est capable de brûler, et puis en présence d'air, donc vous étudierez ça en classe de 4e, eh bien il se passe une transformation chimique. Cette transformation chimique permet de libérer de l'énergie chimique qui va être libérée sous forme d'énergie thermique, c'est-à-dire que ça va dégager de la chaleur et puis aussi de la lumière, et l'ensemble de cette chaleur et de cette lumière que nous voyons ici sur cette image et que nous appelons le feu, eh bien ça illustre la transformation de l'énergie chimique en énergie thermique et en énergie lumineuse. Donc si nous voulons répondre aux questions, quelles sont les formes d'énergie qui permettent d'éclairer et de chauffer? Eh bien dans cet exemple, c'est une énergie chimique qui va permettre d'obtenir de l'énergie thermique pour chauffer et de l'énergie lumineuse pour éclairer. Dans les bûches de bois, l'énergie se trouve sous forme chimique. Prenons d'autres exemples que tu connais. Quelles sont les autres formes d'énergie? Eh bien, ce cycliste, il va utiliser plusieurs formes d'énergie. La première, c'est l'énergie qui provient de ses muscles, l'énergie musculaire, et ça aussi, c'est une transformation chimique qui a lieu à l'intérieur des muscles et qui lui permet de déplacer son vélo. Alors, c'est pas le cas parce que là, c'est la descente, mais c'est le cas sur le plat ou à la montée. Il va, grâce au mouvement qu'il fait, permettre la mise en mouvement du vélo, et donc il va transformer l'énergie chimique en énergie du mouvement à l'intérieur de ses cuisses, puis l'énergie du mouvement de ses cuisses va permettre au vélo d'obtenir une énergie du mouvement aussi. L'énergie du mouvement, on appelle ça l'énergie cinétique. Quand tu as fait plusieurs heures de VTT, eh bien tu es fatigué et tu as faim. Donc ça veut dire que tu as besoin de récupérer un nouveau stock d'énergie chimique, et c'est ce que tu vas faire quand tu vas manger. Ici, la situation est encore un peu différente, c'est que c'est une descente. Ça veut donc dire que pour monter avec ton vélo jusqu'en haut de la montagne, tu as utilisé une forme d'énergie, alors soit tu l'as fait en pédalant, donc c'est l'énergie chimique,
Soit, tu as mis, le vélo dans le coffre de la voiture et puis, tes parents sont montés avec toi jusqu'en haut de la montagne et à ce moment-là, c'est l'automobile qui s'est déplacée, donc c'était l'énergie, du mouvement, l'énergie cinétique. Mais pour faire fonctionner l'automobile, il y a un moteur à l'intérieur qui utilise, soit un carburant, et donc c'est ce qu'on appelle les moteurs thermiques, donc c'est de l'énergie chimique, soit, un moteur électrique si c'est un véhicule électrique. Donc en tout cas, il faut une source d'énergie pour arriver jusqu'en haut de la montagne. Une fois que tu es en haut de la montagne, tu peux descendre à VTT facilement, et là, tu transformes l'énergie que tu as accumulée pour arriver jusqu'en haut de la montagne, qu'on appelle de l'énergie potentielle, et en descendant, cette énergie potentielle diminue, mais à la place, tu obtiens une vitesse de plus en plus rapide pour ton vélo, et donc une énergie du mouvement, une énergie cinétique plus importante. Tu as transformé l'énergie potentielle en énergie du mouvement, énergie cinétique. Sur l'image de droite, nous voyons une cheminée de refroidissement d'une centrale nucléaire. Donc une centrale nucléaire, c'est quoi? C'est une centrale électrique, c'est-à-dire un endroit où on transforme une forme d'énergie, qui est l'énergie primaire, et on la transforme en énergie électrique, pardon. Cette énergie électrique, on va la transporter grâce aux câbles d'alimentation ici, aux lignes haute tension. Eh bien, la centrale, qu'on appelle une centrale thermique, la première forme d'énergie qui permet de libérer de la chaleur qui va ensuite permettre de faire de l'électricité, eh bien, elle change suivant les centrales thermiques. Dans une centrale ancienne, on utilisait du charbon, donc on appelait ça les centrales à charbon, et puis dans les centrales un peu plus récentes, enfin plus récent, ça date maintenant d'il y a un demi-siècle hein, déjà, eh bien on utilise de l'énergie qui provient de la désintégration des atomes, donc ce qu'on appelle le phénomène de radioactivité, et donc on parle d'énergie nucléaire. Pour obtenir cette énergie nucléaire, nous avons besoin des substances radioactives de départ. Eh bien, il s'agit d'un métal qu'on appelle l'uranium et qu'on trouve dans des mines. Donc, on exploite des mines dans un certain nombre de pays et on en extrait, à partir d'un minerai, on en extrait le métal uranium qu'on va travailler ensuite pour obtenir ce qu'on appelle le combustible nucléaire. Mais évidemment, ce minerai n'existe pas partout, donc il y a d'autres endroits où on utilise d'autres sources d'énergie. Par exemple, ici, dans ce village qui est situé en Afrique australe, du côté de l'Afrique du Sud, en Zambie exactement, tu le vois sur la carte ici, eh bien, c'est des endroits dans les zones tropicales où il fait extrêmement chaud, où le soleil est très présent, et il monte au zénith, c'est-à-dire à la verticale, au-dessus de la tête, ce qui est normal parce que on est proche du tropique, et donc on va essayer de récupérer cette énergie solaire. Donc on va utiliser ici cette forme de parabole qu'on a déjà étudié un petit peu, la parabole, quand on a parlé des planètes et du mouvement. Eh bien, on va utiliser ce miroir qui va réfléchir la lumière du soleil et tous les rayons lumineux vont se concentrer ici à l'intérieur où on a placé une casserole. Et grâce à ça, on peut faire bouillir de l'eau en récupérant l'énergie solaire. Cette énergie solaire, tu t'en es bien entendu déjà rendu compte, si tu es en été sur la plage et puis que tu fais la sieste pendant 2 heures, eh bien tu attrapes un coup de soleil. D'abord tu as chaud, et puis ensuite les rayons lumineux transportent une grande quantité d'énergie qui est absorbée par la peau, et évidemment ça réchauffe la peau, mais en plus c'est dangereux, parce que ça peut abîmer les cellules, et donc c'est pour ça qu'il faut se protéger la peau du soleil, et c'est pour ça qu'on met de la crème solaire en été. Alors jusqu'à présent, nous avons donné des exemples de sources d'énergie et puis aussi de conversion d'énergie, mais nous n'avons pas répondu encore entièrement à la question pourquoi a-t-on besoin d'énergie? On y a déjà répondu un peu en disant que finalement l'énergie c'est ce qui nous permet de faire différentes choses. Donc voici un exemple de ton quotidien. Eh bien dans tes activités de tous les jours, que ce soit au niveau de ton corps, ou bien au niveau de tes activités sociales, on va dire, eh bien tu utilises de l'énergie et tu vas transformer certaines formes d'énergie en d'autres. Ici, tu as un tableau dans lequel tu as un certain nombre d'activités ou d'appareils produits par les humains qui fonctionnent et qui vont utiliser de l'énergie pour fonctionner. Alors tu vois bien que si tu utilises un radiateur électrique par exemple, eh ben, tu consommes l'énergie. L'énergie se mesure avec une unité, l'unité c'est un J majuscule, c'est ce qu'on appelle le joule. C'est noté ici aussi, là, dans le texte là-haut. Ce nom de joule, là, ça n'a rien à voir avec Joule,
le rappeur, hein, c'est Monsieur Joule, qui était un physicien irlandais, et qui a beaucoup étudié les transferts de chaleur en particulier, et donc il a contribué à faire à développer une branche de la physique qu'on appelle la thermodynamique, et puis, ben, comme souvent, on a utilisé son nom pour les unités de mesure, parce que c'était le domaine dans lequel il travaillait. Alors 1 joule, c'est pas beaucoup. Donc on utilise souvent un multiple, hein, de la même manière que quand tu as 1 gramme, tu utilises le multiple 1 kilogramme. Donc je te renvoie vers la vidéo sur les conversions d'unités. Et bien ici c'est pareil, on va utiliser très couramment le kilojoule. Donc tu vois dans le tableau qu'un radiateur électrique en fonctionnement, il va consommer quelque chose du type 5000 kilojoules. Alors quand on dit qu'on consomme, ça donne l'impression que ça disparaît, mais l'énergie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire apparaître ni disparaître. La seule chose qu'on peut faire, c'est la convertir d'une forme en une autre. Donc le radiateur, il reçoit de l'énergie électrique, et puis il transforme ça sous la forme d'énergie thermique, de chaleur. Donc c'est une conversion énergie électrique vers énergie thermique. Tu vois que une automobile qui utilise 5 litres de carburant, ça fait 200 000 kilojoules, donc c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'1 litre d'essence contient énormément d'énergie. Alors nous-mêmes, les êtres vivants, nous sommes des «machines» entre guillemets, qui transformons de l'énergie chimique, donc en énergie du mouvement et en énergie thermique, en tout cas pour, les animaux qu'on appelle homéothermes, c'est-à-dire les animaux comme, les humains, qui sont capables de maintenir une température interne. Tu sais qu'un humain, normalement, a une température interne qui est autour de 37°C. Si ça descend, en dessous de 35, eh bien, tu risques de mourir, et si ça monte au-dessus de 41, 41,5°C, tu vas mourir aussi. Donc la plage, la zone dans laquelle la température, du corps doit se fixer est assez limitée. Finalement, même quand tu as l'impression de rien faire, par exemple quand tu es en train de dormir, ce qui évidemment n'est pas rien faire, eh bien ton corps fonctionne, il maintient la température du corps, le cerveau fonctionne, tous les organes fonctionnent, tu respires, tu digères, il y a la circulation du sang, le cœur qui fonctionne, la respiration, et tout ça utilise de l'énergie chimique. Donc même sans rien faire, tu consommes de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, et nous en reparlerons dans la partie sciences de la vie. Au passage, ça me permet de te dire que si tu veux étudier les sciences de la vie, eh bien, il faut, avoir des notions de chimie, puisque, les êtres vivants, fonctionnent grâce à la chimie. Voici un appareil que tu connais bien et qui est important pour toi, le smartphone. Eh bien, ce smartphone est, utilisateur d'énergie aussi. Alors, il y a l'énergie, de fonctionnement, donc la batterie. Tu sais bien qu'au bout d'un certain temps, il faut que tu recharges la batterie de ton smartphone. Mais ce n'est qu'une partie de l'énergie utilisée. Il y a toute une partie qui provient du fait que, par exemple, quand tu fais du streaming, tu télécharges des informations, ces informations se déplacent grâce à des ondes électromagnétiques dans l'air, eh bien, il y a un émetteur, une source quelque part qui est à l'origine des rayonnements électromagnétiques, et ça, ben, c'est de l'énergie qui est utilisée. Donc concrètement, ça veut dire que quand tu, écoutes par exemple souvent la même chanson, eh bien au lieu de l'écouter systématiquement en streaming, eh bien c'est beaucoup mieux de la télécharger une bonne fois pour toutes sur ton smartphone et ensuite de l'écouter localement. Tu utiliseras moins d'énergie et donc tu pollueras moins. Alors quand je dis polluer, bah, ça veut dire que les transformations énergétiques, consomment, beaucoup d'énergie et rejettent éventuellement, des substances qui sont toxiques, que ce soit des centrales nucléaires, mais aussi, toutes les autres formes de centrales. Quand tu brûles du charbon, bah, tu produis du dioxyde de carbone, et tu sais que tout ça participe à l'effet de serre, par exemple, et aux modifications climatiques. Donc, si on veut être un peu économe en énergie, pour ne pas gaspiller bêtement d'énergie, eh bien, on peut faire tout un tas de gestes. Par exemple, avec ton smartphone, quand tu ne le charges pas, tu débranches le chargeur de la prise, au lieu de le laisser branché. Quand tu le laisses brancher, tu sais qu'il chauffe un petit peu. S'il chauffe un peu, c'est qu'il transforme d'énergie électrique en énergie thermique. Ça sert pas à grand chose, c'est du gâchis. Si tu télécharges localement, au lieu de fonctionner toujours en streaming, eh bien, tu utiliseras également moins d'énergie. Donc, si nous sommes des milliards sur Terre ou des centaines de millions à faire attention à ce genre de choses, eh bien, ça fait une grosse différence à l'arrivée. Le dernier point, c'est que quand tu changes de modèle tous les ans ou tous les 2 ans parce que c'est plus chic, eh bien, tu participes, individuellement à ce que nous faisons tous ensemble collectivement, c'est-à-dire une surconsommation d'objets et donc de matières premières et une consommation considérable d'énergie qui n'est pas vraiment utile.
C'est bien dommage. Et donc, on est là aussi pour discuter de ça et apprendre à avoir un comportement, plus écologique. Alors pas dans le sens idéologique du terme, mais dans le sens de comprendre que c'est une bonne chose pour tout le monde et c'est juste une question, d'éducation, d'apprentissage et d'un petit peu d'effort au quotidien. Alors après avoir parlé du point, pourquoi a-t-on besoin d'énergie et quelles sont les sources d'énergie, on va maintenant, parler de la conversion d'énergie. Alors voici un exemple ici où nous voyons, une voiture de Formule 1 et puis, en photographiée avec une image classique et puis la même chose mais photographiée avec une caméra thermique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les régions de la voiture qui dégagent énormément de chaleur, donc il y a énormément d'énergie thermique, eh bien, c'est en particulier les roues, hein, et donc ça vient du fait que les pneus, ici, vont frotter sur, le bitume et ces frottements, bah, c'est comme quand tu frottes les mains l'une sur l'autre, fais-le tout de suite, tu vas voir, au bout de quelques secondes, ah bah, tu sens que ça chauffe. Eh bien, ici, c'est la même chose. Alors pour illustrer ça, je vais te montrer la vidéo qui va avec, et sur cette vidéo, donc on va voir que quand les pneus sont jaunes, ça veut dire qu'ils ont une température, plus élevée que quand ils ont une couleur, violette. Eh bien, tu vas voir que c'est essentiellement quand on freine, hein, parce que quand on freine, l'énergie du mouvement, et elle est transformée en une autre forme d'énergie. Eh bien, elle est transformée en chaleur à cause des frottements. Et donc, c'est pour ça que tu sais que si tu touches des freins, juste après les avoir utilisés, bah, il y a un risque grave de brûlure, hein. Alors, on va voir ensemble cette vidéo, la qualité de l'image est moyenne, mais ça te permettra quand même de comprendre. Voilà, en ligne droite, donc on voit que les pneus sont de couleur violette, puis tu vas voir au freinage, dans le virage, on va voir déjà que sur les deux pneus, c'est pas tout à fait identique, hein. Voilà, côté intérieur, ça frotte plus. Maintenant, c'est sur le côté extérieur que ça frotte. Alors, on voit bien que c'est dans les zones de freinage, dans les virages, que ça chauffe le plus. De manière plus générale, dès que tu as un objet en mouvement et que ce mouvement, finit par s'arrêter, eh bien ça veut dire que l'énergie, cinétique, l'énergie du mouvement a probablement été transformée en énergie thermique, grâce à des frottements. C'est ce qui se passe quand tu fais par exemple rouler, une bille par terre, elle finit par s'arrêter à cause des frottements. Eh bien, l'énergie que tu as donnée avec, le mouvement du doigt, par exemple, si c'était une bille, eh ben, cette énergie s'est transformée en chaleur, donc ça a chauffé l'air qui est autour de nous. Alors évidemment, avec une petite bille, ça chauffe pas beaucoup, hein, c'est sûr, mais si tu as un moteur thermique d'une voiture comme ça, on voit déjà qu'à proximité, il fait beaucoup plus chaud. Alors là, je te laisserai faire, parmi les objets du quotidien, quelles sont les formes de conversion? Donc une lampe de poche, évidemment, il y a une batterie ou des piles dedans. Pour le vélo, eh bien, si c'est un vélo, classique, c'est à toi de voir qui fournit l'énergie. Si c'est un vélo électrique, même question. Ici, un ventilateur, c'est un moteur qui permet la mise en mouvement des pales d'hélice. Ici, donc à toi de réfléchir d'où vient l'énergie au départ. Et puis ce qu'on appelle les panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, c'est un peu plus délicat, il y a 2 types de panneaux solaires. Il y a ceux où finalement, il y a de l'eau à l'intérieur d'un circuit par exemple et on chauffe de l'eau. Et puis, exactement comme quand tu laisses un objet au soleil et qu'il chauffe. Et puis tu as ce qu'on appelle, les panneaux photovoltaïques. Alors là, c'est un peu plus complexe. Là, c'est le fait que l'énergie lumineuse qui arrive du soleil, elle est transformée directement en électricité, hein, grâce à des appareils qu'on appelle, les phototransistors, ou bien les photopiles. Les éoliennes font partie de la famille des centrales électriques, donc c'est pareil, c'est, une centrale électrique comme les centrales hydroélectriques, c'est le même principe. Eh bien, on met en mouvement les grandes pales de l'éolienne, et puis, une fois qu'on a mis en mouvement ça, il y a un autre appareil qui est ici, qu'on appelle un alternateur, et qui lui, à partir du moment où on le met en mouvement, il fabrique de l'énergie électrique. Donc le problème, c'est de mettre les pales en mouvement. Alors pour l'éolienne, évidemment, la source du mouvement, la source de l'énergie, c'est le vent. Mais le vent lui-même, il existe pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où il fait plus chaud que d'autres, à la surface de la Terre, et donc il y a un flux d'air qui va aller, de l'endroit le plus chaud vers l'endroit le plus frais. Et pourquoi est-ce qu'il fait plus chaud à certains endroits qu'à d'autres? Eh bien, c'est à cause du rayonnement, lumineux qui vient du soleil. Donc le soleil, c'est la source primaire presque pour tout. Le seul cas où c'est différent, c'est pour l'énergie nucléaire, où les éléments radioactifs sont présents dans le sous-sol de la Terre.
Après, pour toutes les autres formes d'énergie, pratiquement, à un moment ou un autre, le soleil intervient, même si c'est lointainement. Je te laisserai découvrir les éléments suivants, parce que, en gros, il n'y a rien de nouveau. Soit on a une conversion d'énergie électrique sous une autre forme, soit on a des frottements et on obtient un dégagement d'énergie thermique, soit on utilise de l'énergie chimique. Alors à la page suivante, par contre, il y a quelque chose de vraiment neuf. Eh bien, c'est le fait que parmi les êtres vivants, il y a les plantes vertes qui sont des êtres vivants extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de produire de la matière en utilisant la matière première, évidemment, donc en utilisant de l'eau et puis du dioxyde de carbone, qui est c'est un gaz qui est présent dans l'air. Et puis, grâce à l'énergie lumineuse du soleil, eh bien, elles arrivent à prélever une partie de cette énergie grâce à le colorant vert qui les constitue, qu'on appelle la chlorophylle. Alors il y a une réaction chimique et lumineuse en même temps, hein, qui va leur permettre d'utiliser une partie de l'énergie du soleil, et grâce à ça, eh bien, elles vont faire des transformations chimiques et elles vont fabriquer de la matière. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que les animaux ne savent pas faire, mais c'est grâce à ça qu'on est là. Parce que ces plantes fabriquent de la matière, et puis c'est un début de chaîne alimentaire dans laquelle nous, les humains et les autres animaux en général, on arrive beaucoup plus tard. Voilà, donc cette conversion qu'on appelle la photosynthèse. Photo vient du mot photon, qui veut dire grain de lumière, et synthèse, ça veut dire qu'on fabrique. Et bien donc la fabrication grâce à l'utilisation de la lumière, la fabrication de matière, est quelque chose vraiment d'extraordinaire qui est à la base des êtres vivants type végétaux, et par voie de conséquence donc pour nous les animaux, même si nous ne sommes pas capables de le faire. Le point suivant aborde un autre aspect qui est intéressant, c'est le fait que quand on a une forme d'énergie, eh bien parfois on est amené à la transporter. Alors l'énergie électrique en particulier est une énergie qui est très très utile pour nous. Alors elle a un gros inconvénient, c'est qu'on peut pas la stocker, donc on est obligé de la produire au fur et à mesure qu'on veut l'utiliser. Mais par contre, elle a une qualité immense, c'est qu'on peut la transporter sur des très grandes distances, sur des milliers de kilomètres. Donc ici, on voit que le schéma complet de l'électricité, par exemple, il y a une première phase en orange ici, il faut d'abord produire. Alors je n'aime pas trop le mot produire alors produire de l'électricité c'est valable, hein, mais produire de l'énergie ça veut rien dire, parce qu'on fabrique pas d'énergie, hein. Produire de l'électricité, c'est convertir une forme d'énergie, l'énergie de l'eau en mouvement, l'énergie lumineuse du soleil, l'énergie chimique ou l'énergie nucléaire, on transforme ces formes d'énergie en énergie électrique. Ensuite on transporte. Alors au cours du transport, il y a une partie d'énergie qui est perdue, donc évidemment on essaye d'optimiser ça pour perdre le moins d'énergie possible, et puis ensuite on arrive au consommateur qui lui va réceptionner cette énergie électrique et va l'utiliser pour avoir de la lumière, pour chauffer, pour cuire des aliments, pour faire fonctionner un lave-linge, un lave-vaisselle, une perceuse, un smartphone, bref, tous les usages dont nous avons besoin. Alors la question qui se pose, ben, c'est le coût de l'énergie et puis aussi l'origine des sources. Hein. Est-ce que les sources d'énergie, on peut en puiser dedans sans s'arrêter, ou bien est-ce que il y a des limites? Donc évidemment, nous nous en doutons, il y a des limites, et ces limites, elles sont dictées par ce que la planète est capable de produire. Et donc, jusqu'à présent, disons depuis 200 ans, les humains, depuis la découverte, hein, et l'utilisation du pétrole, en gros, les humains utilisent des quantités prodigieuses, d'énergie, ce qui leur permet de vivre de manière incroyablement plus confortable qu'avant, hein, parce que quand on était, au Moyen Âge ou encore plus tôt, eh bien, c'était moins confortable la vie, hein, mais ça a un coût tout ça, bah, c'est une consommation considérable d'énergie, et malheureusement, les quantités d'énergie qu'on utilise ne se renouvellent pas forcément aussi vite que la vitesse à laquelle on les utilise. Alors comme on est de plus en plus nombreux sur la planète, eh bien ça pose des problèmes, et donc c'est des questions qui vont devenir de plus en plus importantes. Donc sur cette page de droite, tu as des exemples de centrales électriques en France. Donc tu as des différents types de centrales, hein, des centrales thermiques type nucléaire ou autres. Ici, dans le nord de l'Alsace par exemple, à Soultz-sous-Forêt, des centrales géothermiques, des centrales photovoltaïques, des centrales électriques qui utilisent hydroélectriques qui utilisent le mouvement de l'eau, et puis les centrales éoliennes qui utilisent l'air.
Alors certaines sont moins polluantes que l'autre, hein. Par exemple une centrale éolienne, on se dit c'est pas très polluant. Mais c'est quand même plus compliqué que ça. Pour fabriquer, le courant électrique, on a besoin d'alternateurs. Pour les alternateurs dans les éoliennes, il faut utiliser des aimants très, très puissants. Pour fabriquer ces aimants, on a besoin de métaux très rares et il faut les extraire du sol et ça pollue. Donc même quand on croit avoir une source d'énergie non polluante, en fait, ce n'est pas vrai. Et alors là, je parle de la pollution de l'extraction des minerais, mais je ne parle pas, des problèmes liés à la présence, d'un champ d'éoliennes près de chez soi, hein. Donc ces questions sont des questions très importantes qui concernent, pas seulement, le physicien, mais qui concernent évidemment, toute la société et donc les représentants, du pays, c'est-à-dire, les dirigeants politiques. C'est des questions qui sont loin d'être simples. Beaucoup de gens apportent des solutions simplistes dont il faut toujours, être prudent parce que il faut voir ça sur le long terme et à grande échelle, donc c'est compliqué. Voilà, à la page suivante, il y a un document, que je te laisserai étudier sur une centrale qu'on appelle marémotrice, hein, donc c'est la centrale de la Rance, en Bretagne et donc là, elle utilise le fait que l'océan, il y a des marées, donc ça veut dire qu'il y a des mouvements d'eau pendant quelques heures dans un sens, pendant 6 heures à peu près, et puis ensuite des mouvements d'eau dans l'autre sens et donc grâce à ça, on peut convertir, cette énergie du mouvement en énergie électrique. Sur la page de droite, on voit un peu les différents types et leurs utilisations, les différents types de production d'énergie et les utilisations dans le monde. Alors sur le document du haut, on voit que ce qui concerne l'électricité uniquement, hein, je ne parle pas de l'utilisation par exemple du pétrole pour l'essence, pour le chauffage, des choses comme ça, mais je parle bien que de l'électricité. On voit qu'en France, les trois quarts de l'énergie électrique provient de l'énergie nucléaire. Donc on est un des pays au monde qui utilisons le plus l'énergie, enfin le pays au monde qui utilise la plus grande proportion d'énergie nucléaire. Ça a un gros avantage, c'est que ça pollue moins en ce sens qu'on produit très peu de dioxyde de carbone, qui pose des problèmes d'effet de serre. Par contre, ça a un autre problème qui est important, c'est on produit des déchets radioactifs, et c'est des déchets radioactifs, on sait pas trop comment les gérer et quoi en faire. Alors on sait, mais disons que sur le long terme, ça pose des problèmes qui sont, complexes et qui sont, délicats à régler. Donc il y a du pour et du contre. En Allemagne, par exemple, ces dernières années, ils ont décidé d'arrêter les centrales, nucléaires les écologistes ont demandé, que ce soit arrêté. Ils représentent une partie importante de la population en Allemagne, donc c'est très bien du point de vue écologique, mais la conséquence de ça, c'est qu'on s'est remis à mettre en fonctionnement des centrales au charbon qui, elles, sont, très polluantes, en termes de pollution de l'atmosphère et d'effets de serre. Donc on voit que ce n'est pas non plus une solution miracle. Alors nous venons de parler du rapport de l'humain à l'énergie et de son utilisation. Mais l'énergie, c'est un concept beaucoup plus vaste, c'est quelque chose qu'on rencontre dans la nature absolument partout. Par exemple, un orage, eh bien, ça libère des quantités d'énergie. Ici, un éclair, l'énergie électrique, c'est des quantités qui sont inouïes. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de maîtriser, l'énergie électrique qui provient d'un éclair. La première raison, c'est qu'on est incapable de s'arranger pour qu'un éclair tombe toujours au même endroit. Vous avez également des exemples de catastrophes naturelles, qui impliquent des quantités d'énergie qui sont, incroyables. Alors voici un phénomène spectaculaire, ce qu'on appelle, ici une tornade, hein. Alors, bon ici il y a à mon avis une petite erreur sur le document qui a été mis, mais donc c'est pas un ouragan, hein, parce qu'un ouragan c'est un phénomène de grande échelle. Ici on a ce qu'on appelle une tornade. Eh bien, une tornade est capable de délivrer des quantités d'énergie qui sont incroyables. Alors j'ai dit incroyable pour une, tornade, mais en fait, c'est une quantité qui est ridicule par rapport à, un tsunami. Donc un tsunami, c'est un raz-de-marée, donc suite, par exemple, à un tremblement de terre, il y a une vague, énorme qui arrive. Alors quand on dit énorme, c'est pas comme dans les films catastrophes, on a une vague de 30 mètres de haut, hein. C'est une vague qui fait plutôt 1 ou 2 mètres de haut, sauf que quand elle rentre, dans la terre, il y a une telle quantité d'eau qui arrive, parce que c'est une plaque d'1 mètre de haut, mais sur, des kilomètres de long, et quand cette eau elle arrive, au niveau du sol, eh bien, elle submerge tout et elle s'enfonce dans les terres de parfois plusieurs kilomètres. Donc ça transporte une quantité d'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, liée à l'eau qui est absolument incroyable, hein. On l'a vu aussi, quand il y a des inondations par exemple, des maisons qui sont détruites.
Là, sur cette image, on voit des vagues qui sont très impressionnantes. Donc, hein, je répète, c'est pas un mur de 10 ou 15 mètres de haut qui arrive, hein, c'est de l'eau qui se fracasse sur le sol, et c'est après seulement que ça monte. Voilà, on a fait le tour des points essentiels là-dessus. Alors ensuite, on arrive sur Culture Sciences, donc ça c'est pour le plaisir, hein, je te laisserai regarder les différentes choses qui sont développées. Alors, si l'on résume, eh bien, nous voyons qu'il existe différentes sources d'énergie qui sont utilisables directement ou après transformation, que nous faisons des conversions d'énergie d'une forme en une autre, et que ça nous permet de réaliser tout un tas d'activités. Que ce soit au niveau de l'individu, de l'être vivant lui-même pour son fonctionnement, et que ce soit au niveau de l'ensemble des activités humaines. Alors, au niveau d'une personne, eh bien, on fait de la conversion d'énergie chimique en énergie du mouvement et en énergie thermique pour maintenir notre température et pour faire fonctionner l'ensemble des organes de notre corps. C'est ce qu'on fait aussi, par exemple, pour un appareil dans lequel on va apporter de l'énergie chimique d'une pile, par exemple, sauf que là, on va produire de l'énergie électrique pour le faire fonctionner. Cette question d'énergie est importante à l'échelle individuelle, mais elle est aussi importante à l'échelle de la société, puisque ça pose les questions de savoir quelles sont les sources d'énergie, quelle est la pollution qui est engendrée par la transformation d'énergie, et comment est-ce qu'on gère ces problèmes qui sont des problèmes de grande échelle et de long terme. On fait parfois la distinction entre les sources d'énergie dites renouvelables et non renouvelables. Alors du point de vue du physicien, c'est pas très exact de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune forme d'énergie qui soit strictement renouvelable, mais la différence c'est qu'il y en a qui ne sont pas renouvelables à court terme, très vite, et d'autres où c'est pas renouvelable à très long terme. Par exemple, l'énergie du soleil, eh bien, elle n'est pas renouvelable parce que le soleil s'épuise, et un jour il cessera de produire de la lumière. Sauf que c'est pour dans plusieurs milliards d'années. Je dis bien milliards d'années, 1 milliard c'est 1000 millions, et 1 million c'est 1000 fois 1000. Alors, ça veut donc dire que la durée d'existence d'un corps du Soleil, c'est plus de 1000 fois la durée d'existence depuis les premiers humains, l'apparition des premiers humains jusqu'à maintenant. Donc concrètement, ça veut dire que pour nous, l'énergie qui vient du Soleil, c'est une source d'énergie qui est illimitée, qui est dite renouvelable. Pourquoi? Parce qu'elle est inépuisable en fait. Donc en fait, c'est pas tout à fait rigoureux, mais à notre échelle de temps, oui, c'est le cas. Quand tu utilises du bois, par exemple, eh bien, et que tu le brûles, eh bien, un arbre, ça met 25 ou 30 ans pour pousser. Donc, si tu plantes des forêts pendant que tu coupes d'autres forêts, et que tu fais ça de manière équilibrée, eh bien, tu as une situation qui est bien équilibrée sur le long terme, tu as des sources d'énergie renouvelables à l'échelle humaine, et si tu n'utilises pas des quantités déraisonnables, ça se passe bien. Si tu rases toutes les forêts de bois d'un coup pour tout brûler d'un coup, eh bien, tu te retrouves dans une situation de déséquilibre, et après tu n'arrives plus à récupérer suffisamment d'énergie. Donc finalement, on classe dans les énergies renouvelables l'eau, alors quand on dit l'eau n'est pas une forme d'énergie en tant que telle, mais le mouvement de l'eau, hein, parce que l'eau qui coule dans une rivière, eh bien, elle va pas s'arrêter de couler demain. Hein. Donc ce n'est pas l'eau qui est une forme d'énergie, mais c'est le mouvement associé à l'eau qu'on va utiliser. Pareil pour le vent, l'énergie du soleil, ou bien celle qui vient du sous-sol, c'est des sources dites renouvelables, en ce sens qu'elles sont épuisables sur une durée qui est tellement grande que pour nous, on considère qu'elles sont inépuisables. Les végétaux, c'est renouvelable si on le fait correctement et qu'on consomme des quantités raisonnables. Et puis, il y a celles qui sont vraiment non renouvelables, en ce sens qu'il y a des stocks qui sont limités. Par exemple, le pétrole, le charbon, il y a des stocks dans le sol. Alors ces stocks sont importants, mais en 200 ans, on en a utilisé une grande partie, et donc on a de plus en plus de mal à en trouver. Alors, on peut en trouver encore, mais c'est plus difficile de les extraire, donc c'est moins rentable du point de vue économique, c'est plus cher, c'est plus compliqué. Et donc on ne pourra pas continuer indéfiniment à utiliser du charbon. Le charbon, ça met plusieurs millions d'années pour se former, alors qu'un arbre, ça met quelques dizaines d'années pour pousser. D'où les différences du vocabulaire. Voilà, je pense qu'avec tout ça, tu as de quoi faire, donc maintenant il faut que tu bosses un peu le cours et que tu fasses tes exercices. Donc les exercices portent sur les choses dont on vient de parler. Sur la page 75, c'est les connaissances de base, pour savoir si tu connais ton cours. Et puis, page 76, tu as quelques exercices de révision, un exercice corrigé, et enfin, page 77, il faut faire l'ensemble des exercices pour voir si tu as bien compris. Bon travail à toi, et à bientôt!